Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Rosalie Mann, la fondatrice de la fondation No More Plastic, publie un livre sur les effets néfastes du plastique sur notre santé. C'est d'autant plus d'actualité que le traité mondial de lutte contre cette pollution n'a pas été signé lors du sommet de Busan en Corée du Sud. Dans notre débat, on découvrira les résultats du baromètre du financement participatif de la transition énergétique, publié par Enerfip, la région Occitanie, tire son épingle du jeu. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai les vélos français Nilman, projet en danger depuis que les prototypes ont été volés. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Rosalie Mann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la fondation No More Plastic et vous publiez ce livre No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé. C'est aux éditions La Plage. Cette fondation, pour commencer, quand et surtout pourquoi vous l'avez créée ? Alors, je l'ai montée en 2018 suite à des problèmes de santé de mon fils. Ouais. Mon fils est né asthmatique et ça s'est aggravé avec le temps. Et on a passé beaucoup de temps aux urgences. Et un jour, un médecin est venu me voir et m'a dit, vous savez, c'est normal, c'est la pollution. Donc, pour lui, c'est normal puisque c'est leur normalité et je le comprends tout à fait. Mais ce n'était pas ma normalité à moi. Et cette phrase a été vraiment un électrochoc pour moi de me dire comment ça se faisait qu'on tolère que nos enfants soient malades à cause de la pollution. Donc, j'ai voulu creuser le sujet, parce que la pollution, c'est très large, c'est très vaste. C'est la pollution de l'air, c'est la pollution des voitures thermiques, des usines. Absolument. Là, c'était vraiment la pollution de l'air, puisque c'était des problèmes d'asthmatiques très graves. Et en creusant le sujet, donc j'ai contacté mon ami Alexandre Acousteau, qui m'a mis en contact avec des associations, des scientifiques, etc. Et là, j'ai découvert l'impensable, que certes, on respire des particules fines, mais que dans ces particules, il y a énormément de nanoplastiques et microplastiques. Donc à l'époque, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait et comment ça venait. Et là, j'ai découvert l'impensable, que le plastique génère tout au long de son cycle de vie des microparticules et des nanoparticules de plastique, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos enfants naissent prépollués. Donc c'est une vraie question de santé publique. Aujourd'hui, on a découvert des études qui nous montrent qu'ils sont dans nos organes, dans le sang, dans des parties comme le cœur, le poumon, les testicules, la salive. En fait, on en a partout. Et je me suis dit comment ça se faisait que ces sujets-là n'étaient pas des sujets mis sur le devant de la scène. En tout cas, à l'époque, on en parlait très peu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. C'est de donner toutes les clés aux citoyens pour comprendre ce qu'est réellement la pollution plastique. J'aurais en fait voulu lire ce livre quand j'étais enceinte, typiquement, pour comprendre et ne pas subir de manière aveugle cette pollution. Ouais. Quelques chiffres, 81% des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an et 9% seulement sont recyclés. Quand on parle de nanoplastiques, c'est quoi ? Quelle taille font-ils ? Et alors, vous avez commencé à répondre, mais plus ils sont petits, plus ils sont partout. C'est un peu ça la logique, quoi. Oui, alors en fait, ça se dégrade d'un matériau en plastique. Ouais. Donc, le plastique issu de la pétrochimie contient énormément de substances chimiques. Ça va de 16 000 à 23 000 substances chimiques par plastique. Mais ça se dégrade. Donc, ça se dégrade en microplastiques qui correspondent à peu près 5 mm. Donc, c'est très petit. Mais les nanoplastiques, c'est encore plus petit. Donc, c'est invisible à l'œil nu. Et la particularité, c'est que ça traverse nos organes. Donc, ça peut aller jusqu'au cerveau, au cœur, au poumon, etc. Donc, c'est là le vrai sujet. C'est que ce matériau est fantastique. Le plastique, c'est fantastique. Oui, si c'est développé à ce point et s'il est présent partout dans notre quotidien, c'est que c'est fantastique. C'est fantastique. Il est malléable. Vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'on a oublié que c'était toxique. Et le souci, c'est qu'on l'a introduit dans énormément de produits de notre quotidien, qu'on utilise tous les jours et avec lequel on a des contacts. Et donc forcément, plus on est en contact, plus on est exposé de ces microparticules et nanoparticules. Mais c'est documenté, c'est-à-dire qu'on connaît des maladies qui sont directement liées à la présence de ces nanoplastiques dans nos organismes. Absolument, et c'est pour ça que j'ai voulu retracer toutes les études qui existent, les études les plus récentes aux études les plus anciennes, parce qu'en fait, j'ai découvert que la question de la santé publique sur le plastique, on le sait depuis 1970.
Donc, depuis 1970, on a énormément d'études. Alors, au départ, c'était surtout sur les perturbateurs endocriniens, sur les substances chimiques présentes dans le plastique, etc. Et là, récemment, ça est beaucoup plus sur les microparticules, les nanoparticules. Et oui, nous avons des liens directs, notamment avec des AVC, avec la hausse de l'infertilité. Les femmes sont beaucoup plus impactées par cette pollution plastique et elles doivent le savoir. C'est pour des raisons biologiques avant tout, parce qu'au moment du cycle de la femme va créer plus d'œstrogènes et donc stocker davantage les perturbateurs endocriniens présents dans ce plastique. Donc ça correspond au moment de la puberté, les menstruations, la ménopause et quand vous êtes enceinte, la grossesse et la lactation. Ouais. Alors j'essaye toujours, moi, dans mes émissions, d'aller vers des solutions, d'essayer de trouver des solutions. Donc, tout à fait. Et il y en a plein. Bon, alors justement, déjà, est-ce qu'il y a des plastiques qui se dégradent moins que les autres ? Alors, est-ce que la recherche a progressé ? Est-ce qu'on réussit à créer des plastiques qui vont créer moins de nanoplastiques ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on n'a pas encore créé de plastique qui se dégrade moins, ce que j'espère qu'on arrivera à faire dans le temps. Ouais. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un plastique recyclé génère plus de microparticules et est plus toxique. Donc, à partir de là, on voit que la solution qu'on nous sert aujourd'hui... Oui, qui est la solution du recyclage, voilà, c'est-à-dire redonnons vie au plastique le plus souvent possible. Mais en fait, c'est valoriser le déchet au détriment de notre santé, de la biodiversité, parce que ces microparticules, elles viennent aussi empoisonner la terre. Donc, il y a les vers de terre qui sont en danger, beaucoup d'animaux, etc. Donc, c'est très pernicieux et très vicieux comme matériau. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sujet pour savoir de quoi on parle et pourquoi... ces solutions n'en sont finalement pas. Mais donc la solution, c'est quoi ? C'est d'arrêter de produire de plastique. Ça, c'est un peu illusoire parce que pour l'instant, notre économie, elle tourne beaucoup avec le plastique. Oui, alors c'est pas si illusoire que ça. Déjà parce que sur les 460 millions de tonnes qu'on produit par an, on a deux secteurs qui correspondent à plus de 50%. Ces deux secteurs, c'est les emballages et le textile. Donc dans les emballages, ce qu'on a pu voir avec notre fondation, c'est qu'il y a à peu près 30% d'emballages complètement inutiles. On n'a jamais challengé le sujet. Et les emballages inutiles, c'est des coûts inutiles. Donc quand ça m'est encore arrivé il y a 2 jours avec des serviettes en papier. Il y avait un double emballage plastique autour. Bref, je m'en suis voulu de les avoir achetés. Il y en a plein des cas de figure comme ça. Et toutes les PME, toutes les entreprises qui souhaitent déplastifier, la première chose qu'on leur recommande, c'est de regarder quels sont les emballages inutiles. Parce qu'on en a tous. On a 30% de ces emballages qui sont totalement inutiles. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher des alternatives. Concernant les alternatives, on a le verre, qui est un matériau d'avenir. Il ne faut pas l'imaginer comme le verre, les bocaux de nos grands-mères, des choses un peu... Voilà, il faut imaginer le verre du futur, c'est-à-dire celui qui ira dans l'ère numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'ère numérique, comme beaucoup de gens le pensent, nous sommes à l'ère du plastique. Et il va falloir qu'on sorte de cette ère. Donc, comment on sort de l'ère du plastique pour arriver à l'ère numérique ? Eh bien, d'imaginer des matériaux. Aujourd'hui, on est capable de faire du verre ultra léger, incassable, à base d'algues. Donc, il y a énormément d'innovations. Sauf que on investit toutes les subventions, la recherche, etc., dans le recyclage du plastique, qui est en fait pas une solution. Donc il faut investir davantage dans l'industrie du verre, dans l'industrie des algues brunes. Aux États-Unis, ils investissent énormément. En Corée, en Chine, en Angleterre, dans les pays du Nord. C'est un vrai sujet économique également, d'autant que la France est la 2e puissance maritime du monde. Donc par rapport aux algues brunes, on aurait quoi faire. Ouais, effectivement, il y a un traité mondial de lutte contre la pollution plastique qui aurait pu être traité ces derniers jours à Busan, en Corée du Sud. Ça s'est soldé par un échec. C'est quoi, les pays à forte industrie pétrochimique s'y sont opposés, c'est ça l'histoire ? Oui, et puis il y a eu beaucoup de lobbyistes. Aujourd'hui, c'est 175 pays, 220 lobbyistes autour de la table. C'est compliqué. Beaucoup de gens... Alors, ce qui est positif dans ce traité, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant la question de la santé publique du plastique, que de plus en plus de pays rejoignent le fait de réduire à la source la production de plastique, parce qu'on ne peut pas continuer dans des quantités exponentielles comme on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas arrivé encore à un accord, qu'on n'a pas de date précise sur la version 2 du dernier Oui, il y a un rendez-vous potentiellement au printemps prochain. Oui, mais bon, on n'a pas de date précise, on ne sait pas où, etc. Donc tout ça est un peu vague.
c'est évident que c'est un traité qu'il va falloir traiter, tout simplement parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence au niveau de la biodiversité, au niveau du climat, parce qu'on n'a pas parlé du climat, mais il y a aujourd'hui une concentration de microparticules et de nanoparticules extrêmement importante dans l'atmosphère, qui viennent amplifier les intempéries comme les pluies diluviennes, les ouragans, etc. Tout ça est documenté par la science. Les plastiques, tout ce qui est matériaux plastiques dégagent des gaz à effet de serre à chaque fois qu'ils sont en contact UV du soleil. Donc il faut vraiment prendre en compte le sujet dans sa globalité pour aller dans le bon sens. Et tous ces sujets doivent être traités au moment de la prochaine session de négociation. Merci beaucoup, Rosa Lehmann. Votre livre « No More Plastique, comment le plastique ruine notre santé » est donc publié aux éditions La Plage. Merci encore. Merci à vous. On passe à notre débat financement participatif et transition énergétique au programme. Le débat de ce Smart Impact, on parle financement participatif avec Julien Eustache, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur d'Enerfip, et Augustin Clément, bonjour. Bonjour. Cofondateur d'Orion Énergie. On va parler de ce baromètre du financement participatif de la transition énergétique dans un instant. Alors, on va voir quelles régions sont les plus dynamiques. Mais d'abord, Enerfip, présentez-nous l'entreprise en quelques mots. Eh bien, Enerfip, on est une plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique. Et le principe est tout simple, c'est de permettre à tout le monde, sans distinction, d'investir un peu de son épargne directement dans des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. À partir de 10 €, vous mettez la somme de votre choix et vous bénéficiez de taux d'intérêt qui vont de 7 à 10% par an brut, sur des maturités de 1 an à 5 ans. Orion Énergie, Augustin Clément, pareil, exercice de présentation. Oui, merci beaucoup. Donc Orion Énergie, on est un développeur solaire photovoltaïque en France depuis maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on développe, qu'on construit des centrales solaires photovoltaïques en France. Et donc notre métier, c'est de produire des électrons verts. Ok, avec des centrales, c'est des grandes superficies. On parle de quel type de... Alors, Orion Énergie est un expert, on va dire, du solaire territorial. Donc d'un côté, vous avez les grands acteurs que sont Total, Engie, par exemple. Et après, le marché du résidentiel, qui sont les petites installations de quelques kilowatts pour tout le résidentiel. Et à côté de ça, vous avez le segment du solaire territorial, qui sont une trentaine d'acteurs comme Orion Énergie, qui viennent en fait installer pour les agriculteurs, les collectivités, nos entreprises, des panneaux solaires, soit en toiture, soit des petits projets au sol. D'accord. Pourquoi ce baromètre quel était votre objectif en publiant ce baromètre? L'intérêt de ce baromètre, en fait, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Il se produit un baromètre annuel qui est national, chaque année, qui donne déjà des premières informations, puisque le financement participatif est en forte croissance en France. Et Enerfip, on existe depuis 10 ans maintenant, et on a plus de 53 000 investisseurs, on a collecté plus de 580 millions d'euros, et donc on s'est simplement dit qu'on commence à avoir un retour d'expérience, on commence à avoir des données significatives, et donc descendre ce baromètre à un échelon plus territorial, régional notamment, c'était intéressant. L'idée étant de montrer aux Françaises et aux Français que c'est une dynamique très puissante et que sur leur territoire, près de chez eux, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur. Donc voilà. Donc vous avez comparé les différents territoires, c'était ça l'idée? Exactement, comparer les différents territoires, montrer aussi leur potentiel et montrer aussi que, même si je sais qu'on a des auditeurs qui sont parisiens, mais tout ne se passe pas à Paris, au contraire, il se passe énormément de choses. On a des téléspectateurs partout en France, ne vous inquiétez pas. Bon, ça va. Et en tout cas, c'est montrer que sur les territoires, il y a une très très forte dynamique, y compris dans ce domaine du financement et de l'investissement dans les énergies renouvelables. Mais est-ce que le financement participatif fléché vers des projets d'énergie renouvelable, est-ce qu'il se porte mieux que le crowdfunding en général? Alors oui, il faut, on peut le dire, et c'est aussi notre chance d'être dans ce secteur. C'est vraiment dans ce qui se fait, grosso modo, les trois piliers du financement participatif, que sont l'immobilier, les PME et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui fait qu'on est très avantagé, puisque c'est très porteur. Les énergies renouvelables sont en plein développement, et Augustin pourra en parler. Donc ils ont besoin, les porteurs de projets, de beaucoup de financement, et donc voilà, c'est très porteur pour notre secteur. Et c'est vrai que voilà, nos confrères des autres secteurs, immobilier et PME, sont un peu en souffrance sur cette année 2024. Donc voilà, ça montre aussi, ce baromètre, qu'il y a cette tendance des ENR qui est de plus en plus puissante. Est-ce que vos projets sont en partie bouclés avec du financement participatif ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question. En fait, ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est que
le solaire, c'est une nouvelle industrie. Oui. Quand on a démarré, j'ai monté cette société avec mon frère Adrien, il y avait très peu de projets et donc très peu de solutions de financement. Il y a une super boîte qui s'est créée, en l'occurrence Enerfip, mais c'est aujourd'hui le leader, qui a eu l'idée de proposer une solution immédiatement pour venir financer directement, sans intermédiation, donc des projets solaires photovoltaïques. C'est-à-dire que les gens qui investissent dans les solutions proposées par Enerfip vont directement en fait investir dans les projets et touchent des rendements bien supérieurs. On va dire souvent, l'exemple qu'on donne, c'est le livret A. Ouais. Concrètement, des acteurs comme nous, on n'aurait pas pu connaître un tel développement sans cette impulsion. Donc en fait, pour parler Bismart d'économie et de finance, le crowdfunding permet en fait d'accélérer. C'est un accélérateur, on va dire, de financement de projets solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, la transition énergétique en 15 ans, en France, on est passé de 0 à plus de 20 gigawatts. Habituellement, on faisait 1 gigawatt. Alors, ça ne parle pas beaucoup, c'est 1 milliard d'euros d'investissement par an. Ouais. On est passé à 4 milliards depuis 3 ans. À l'échelle mondiale, c'est 1000 milliards d'investissements solaire. Le solaire a gagné. Quand le nucléaire, par exemple, c'est 10 milliards. Donc, pour revenir à nos sujets, évidemment, il faut du carburant. Le carburant, c'est du financement. Et ce qu'on aime bien avec des solutions de crowdfunding, c'est tout à chacun dans nos territoires. Parce que nous sommes un acteur, encore une fois, du territoire, small is beautiful, des petits projets. On vient proposer à des agriculteurs soit le maintien d'une exploitation agricole, soit la création d'une stabilisation pour notamment le monde de l'élevage. Et ces solutions permettent d'avoir, un rendement garanti, parce qu'on vend l'électricité à un prix convenu avec l'État à l'avance ou sur les marchés financiers, qui vient rapporter, donc Julien, 5, 6, 7, 8% selon les cas, avec une maturité connue de l'ordre de 5%. Donc en fait, cette organisation, en fait, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, nous, acteurs de la transition énergétique, on a des financements qui permettent en fait de créer un effet de levier et après d'être accompagnés par des grands acteurs bancaires comme nous, notre partenaire, ce sont les caisses d'épargne, par exemple, qui viennent financer sur le long terme. On est sur quand même des maturités de 23 ans. Donc c'est quand même très long et qui permet en fait de développer cette année, nous c'est plus de 300 centrales juste sur des bâtiments qu'on vient créer et notamment grâce au soutien d'Enerfip. Avec une autre dimension que je trouve très intéressante, je vais poser la même question à tous les deux, qui est la question de l'acceptabilité, parce qu'il y a souvent autour des projets d'énergie renouvelable, peut-être plus d'ailleurs autour des éoliennes que du solaire, vous me le direz, mais des questions d'acceptabilité. Il y a souvent des riverains qui disent « non, on n'en veut pas près de chez nous ». Donc le fait de les inciter finalement financièrement à participer et à en profiter, ce qui est très bien, ça accélère l'acceptabilité. Oui, en fait il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que le vent, le soleil et l'eau sont des biens communs. Donc après tout, c'est assez logique que lorsqu'on vient exploiter ces ressources, ça bénéficie à tout le monde et notamment aux gens du territoire concerné. Mais surtout, le financement participatif a cet immense mérite de rééquilibrer les débats. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui s'opposent à ces projets et ils en ont parfaitement le droit. L'idée n'est pas de jeter l'anathème sur eux. Mais par contre, l'intérêt du participatif, c'est qu'il met en exergue toutes celles et ceux qui soutiennent ces projets, toutes celles et ceux qui sont en faveur de l'émergence de cette transition énergétique sur les territoires. Et donc, voilà, c'est aussi l'intérêt du financement participatif, c'est que l'acceptabilité, il y en a sur tous les territoires, pour tous les sujets, y compris pour l'éolien. Et donc, c'est une sorte de caisse de résonance où on vient fédérer ceux qui sont pour, parce qu'on va rarement militer dans la rue quand on est favorable à quelque chose. Est-ce que c'est pour vous une façon d'embarquer les riverains avec vous? Alors, aujourd'hui, nous, on n'a jamais eu, en 15 ans, de problème d'acceptabilité sur les Parce que c'est le solaire, les projets solaires. Parce qu'en fait, le solaire parle à tout le monde. Tout le monde peut s'équiper aussi bien sur des petits outils solaires. Ça peut être une horloge solaire qui donne la météo tous les jours. Ça peut être une montre solaire. Mais aussi, demain, on le sait bien, c'est qu'on va plus ou moins intégrer des capteurs solaires dans beaucoup d'énergie et beaucoup de filières. Donc nous, le solaire photovoltaïque, comment ça marche? On met des panneaux sur une maison, ça produit l'électricité. Aujourd'hui, toutes les maisons peuvent être équipées très simplement de panneaux solaires. Nous, notre métier, c'est le segment territorial, donc pour les collectivités, pour le monde rural, c'est-à-dire le monde agricole, les éleveurs et aussi les ETI. Concrètement, vous le savez, le vrai enjeu, l'acceptabilité, c'est le prix. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années avec la guerre en Ukraine? On a une explosion du prix, comme vous savez, de l'électricité. Une des réponses à ça, c'est le solaire et demain couplé avec le stockage. Donc en termes d'acceptabilité, aujourd'hui les gens veulent du solaire parce que c'est propre, c'est green, c'est très facile à déployer. C'est-à-dire que chacun peut avoir un kit de panneaux et l'installer chez lui, après à plus ou moins grande dimension. Et autrement, aussi le point qui est important, c'est qu'en termes d'acceptabilité, c'est financièrement, c'est moins cher que ce qu'il pourrait payer
ailleurs. Vous avez proposé un classement des régions, alors on va le faire ce classement. Quel est le podium? Le podium, il est un peu inattendu puisqu'on pouvait s'attendre à ce que la région Île-de-France soit en tête, ne serait-ce que du fait du nombre d'habitants qu'elle compte. Mais c'est l'Occitanie, figurez-vous, qui arrive... Vous êtes un peu jugé parti, parce que vous êtes basé où déjà? On est basé à Montpellier, effectivement. Peut-être qu'on a été incliné à trafiquer les chiffres. Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est Occitanie en 1. Occitanie en 1. Après, il faut aussi le dire, l'Occitanie, c'est une des plus grandes régions françaises en termes de territoire. Ça va de Toulouse à Montpellier, donc c'est quand même extrêmement grand. Et il y a beaucoup de projets qui émergent dans cette région, donc ceci explique aussi cela. Donc ensuite, on a en numéro 2 la région Île-de-France et en numéro 3 la région Rhône-Alpes-Auvergne qui termine le podium. C'est quoi? C'est du volontarisme politique? C'est-à-dire qu'on parle de région, donc il faut à la tête de la région un homme ou une femme qui décide de favoriser le développement des énergies renouvelables. Alors oui, je pense qu'on peut faire une corrélation parce que typiquement, Carole Delga, qui a lancé l'objectif d'être la première région à énergie positive en Europe à l'horizon 2050, pour ce qui est de l'Occitanie, on voit bien qu'il y a quand même cette énorme volonté et il se passe beaucoup de choses sur ce territoire, il faut le reconnaître. Donc sans doute que ça a aussi effectivement un lien direct qui explique le fait que la région Occitanie soit la plus dynamique, nous concernant sur l'investissement, le financement de la transition énergétique. En vous écoutant parler, je me souviens de ce chiffre, je crois qu'il y a 6 000 milliards d'épargne des Français potentiellement utilisables. Oui. Quand on parle de financement de la transformation environnementale et sociétale, vous êtes une forme de démonstration que c'est possible. Mais c'est ça, et c'est même majeur ce chiffre-là. Je pense qu'il faut que tout le monde l'apprenne et le connaisse. 6 000 milliards d'euros, c'est le stock d'épargne dont on dispose, c'est pas notre patrimoine, c'est l'épargne. Et donc ça montre quoi? Qu'on a très largement les moyens de notre transition énergétique. Très largement. Les Français mettent entre 80 et 100 milliards d'euros de côté chaque année. Vous voyez, donc quand on regarde le rapport Pisani-Ferry-Maffouz qui nous dit qu'on va devoir investir 80 milliards d'euros en plus chaque année, mais on peut très concrètement le faire. Bien sûr, donc, c'est faisable. Comment inciter les Français à finalement flécher leur argent? Déjà, en nous faisant connaître auprès d'eux. Ça d'accord, il y a une énergie, mais... Non, mais toutes les conditions sont réunies, mais ce qui est très important, comme vous le dites, c'est qu'il faut une impulsion. Et l'impulsion, c'est évidemment l'État. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer le renouvelable avec le nucléaire. On a la chance d'avoir le nucléaire. Le nucléaire, c'est un système de base. Sans rentrer dans la technique, on ne peut pas piloter du nucléaire comme on pilote par exemple du solaire. Le solaire, on peut à tout moment le couper ou le faire fonctionner. C'est-à-dire que dans une journée, comme vous le savez, entre 7h et 11h du matin, il y a un pic de consommation, après ça descend et ça revient. Donc concrètement, pour accompagner ce développement et donc mobiliser l'épargne des Français, il faut un cadre politique lisible et qui donne des objectifs clairs. Et ce qui est vrai, c'est que depuis 15 ans, on connaît des changements et une volatilité politique avec beaucoup de délais pour sortir, on va dire, le cadre réglementaire qui permet, en fait, le développement de nos projets, on va dire, ENR. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'une forte volonté politique nous permettrait de favoriser cette croissance verte et de mobiliser donc l'épargne des Français avec la possibilité d'avoir un rendement garanti dans le temps et en finançant la transition énergétique. Et une incitation fiscale, évidemment, qui serait idéale. Évidemment, ça aiderait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Start-up. Smart Ideas avec Niels Mangold, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Nilman, entreprise créée en avril 2022. On va parler de vélos innovants. C'était quoi l'idée de départ ? Exactement, l'idée de départ, c'était de recréer en fait des vélos vraiment fabriqués en France. Et tout est né d'un constat, c'est que aujourd'hui, la plupart des vélos du marché qui sont principalement en carbone viennent d'Asie. En fait, et quand je dis la plupart, c'est l'écrasante majorité. Et du coup, l'idée de départ, c'est de dire, en fait, on sait le refaire en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas. Donc l'objectif, c'est de recréer ces compétences-là et de recréer ce savoir-faire et vraiment un atelier de fabrication de vélos qui soit vraiment français. C'est comme ça qu'on le dit. C'était le point de départ, notamment, je crois, les cadres. Les cadres, ils sont à 95, 97, 98, 99% fabriqués en Asie, c'est ça ? J'ai pas de chiffre exact, mais c'est l'ordre de grandeur en tout cas. Donc vous êtes basé en Alsace ? Exactement, à Strasbourg. Alors, ça existait encore ou alors il faut vraiment repartir de zéro quand on se dit je vais créer un cadre de vélo français ? Oui, alors nous en Alsace, les compétences n'existaient pas. En France, elles existent encore, mais c'est vraiment
niche et il y a très peu de monde qui a encore ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, nous, en Alsace, on a recréé ce savoir-faire et c'est toute la difficulté et le temps de développement que ça prend. Notre objectif aussi à nous, c'est de faire en interne tout ce qui peut l'être. Donc on a dessiné nous-mêmes notre modèle, on a designé nous-mêmes nos moules, on fait tout au maximum de A à Z. Ouais. Et alors vos prototypes ont été volés. Alors ça c'est quand même dans l'histoire d'une entreprise, c'est un sacré coup dur. Ça s'est passé quand et vous en êtes où aujourd'hui? Comment vous essayez de contourner cet obstacle? Alors ça s'est passé en marge du salon du Made in France à Paris, qui avait lieu du 8 au 11 novembre. Donc en fait dans la nuit précédant l'ouverture du salon, on s'est fait voler nos vélos dans la camionnette, qui étaient à la fois des prototypes, aussi qui étaient nos vélos d'essai et d'exposition, et qui devaient nous servir en fait à lancer tout le plan de commercialisation. Donc de retour du salon, ces vélos-là devaient partir en essai dans la presse, etc. Du coup, ne plus les avoir, ça retarde tout le plan de commercialisation. Donc les conséquences, c'est pas juste 4 vélos perdus. Les conséquences, c'est sur le salon un stand vide, ou presque. Donc forcément des pertes d'opportunités de commandes. Et puis le retard de ce plan de commercialisation, donc le préjudice est assez important. Vous avez lancé un plan de financement participatif, c'est ça? Du coup, pour nous aider à passer ce cap-là, parce que pendant ce temps-là de reproduction qu'on a relancé, c'est en cours, les charges fixes et du coup le décalage de ce plan-là, on doit pouvoir assumer ces charges fixes à un moment où mécaniquement la trésorerie est au plus bas, puisque en fin de période de développement, début de commercialisation, c'est mécanique, c'est normal. Et du coup, pour passer ce cap-là, on a lancé une collecte en ligne. Et alors, profitons-en, il reste 1 minute 30, présenter ces vélos. On ne l'a pas fait encore dans des vélos électriques, mais l'objectif, c'est qu'ils soient les plus légers possibles, c'est ça? Oui, alors déjà, l'objectif, c'est surtout que ce soit des vélos. C'est-à-dire qu'on a effectivement dans la gamme un vélo à assistance électrique, mais c'est un vélo à assistance électrique et c'est pas une mobilette. C'est comme je vois ce que vous voulez dire. Donc, en l'occurrence, le vélo à assistance électrique, chez nous, il fait moins de 12 kilos. Donc c'est pour dire justement, c'est avant tout un bon vélo. L'assistance est là pour assister. Et ça, ce sera un des modèles. Les autres sont des vélos à l'ancienne, entre guillemets. Exactement. Des vélos dits musculaires aujourd'hui. Du coup, qui sont des vélos, on a une gamme urbaine, donc avec des guidons plats. Des vélos selon les modèles. On a du mono-vitesse, du 8 vitesses, du 11 vitesses. Et après, on a une gamme de vélos de loisirs pour le gravel et la route. Qu'on a également dans la gamme. La particularité de toute notre gamme, c'est que toute notre gamme est en transmission par courroie. Donc ça simplifie le quotidien du cycliste, il n'y a pas d'entretien. Et c'est un milieu que vous connaissez bien, parce que vous l'avez pratiqué à un très haut niveau, c'est ça? Ouais, j'ai couru à haut niveau jusqu'en 2022, alors dans une discipline un peu particulière, le pignon fixe. Mais j'ai couru jusqu'au mon dernier résultat, du coup en 2022, j'ai pu faire 11e à ce qui est les championnats du monde du pignon fixe. Ça donne un peu d'expertise pour se lancer dans la fabrication de vélos. Merci beaucoup Nils Mangold et bon vent à vos vélos. Nilman vous souhaite le meilleur. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.